Dans le but de compléter la formation initiale qui était relative à l'analyse du bilan, à présent analyser le compte de résultat comptable. Mais avant cela, je vais vous proposer les différents thèmes que nous aborderons dans ce tutoriel. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un compte de résultat comptable? Comment est construit un compte de résultat? Différence entre un compte de résultat et un bilan. Je vous mettrai un lien sous cette vidéo afin que vous puissiez éventuellement voir de nouveau les vidéos que j'ai effectuées pour le bilan. Qu'est-ce que les soldes intermédiaires de gestion, appelés aussi SIG ou SIG? Comment sont construits les SIG? Et pour finaliser, nous verrons ce qu'est la capacité d'autofinancement et comment la calculer. Juste pour rappel, le compte de résultat comptable ainsi que le bilan sont deux documents indissociables qui doivent être fournis au moins une fois par an à l'administration fiscale, bien sûr, en calculant bien sûr l'assiette sur laquelle va se reposer l'impôt. Et dans la majorité des cas, les sociétés devront déposer auprès du greffe du tribunal les comptes sociaux. Alors le bilan et le compte de résultat sont deux documents totalement différents. Le bilan représente le patrimoine de l'entreprise à un moment donné, en règle générale à la fin de l'exercice comptable. Le patrimoine, c'est bien sûr les biens qu'elle possède, qui se trouvent à l'actif du bilan, déduction faite des dettes qu'elle possède, qui se trouvent au passif du bilan. Alors le compte de résultat, quant à lui, a un autre objectif, c'est de mesurer la performance de l'entreprise et durant un exercice comptable qui en principe dure 12 mois. Le compte de résultat se décompose en deux parties. Les charges qui sont là pour, entre guillemets, appauvrir l'entreprise et les produits qui sont là aussi pour enrichir l'entreprise. Et il y a trois sous-parties. Alors, vous avez les éléments dits d'exploitation. Ces éléments d'exploitation sont directement liés à l'activité de l'entreprise. Les éléments dits financiers et les éléments dits exceptionnels. Nous pouvons aussi avoir bien sûr des sous-totaux. Par exemple, je peux avoir le résultat d'exploitation. Le résultat d'exploitation étant la différence entre le total des produits d'exploitation, déduction faite du total des charges d'exploitation. Le résultat financier, c'est pareil, c'est la différence entre le total en tout cas des produits financiers, déduction faite du total des charges financières, et pour la partie exceptionnelle, ce sera le total des produits exceptionnels, déduction faite des charges exceptionnelles. La différence entre le total de tous les produits, aussi bien d'exploitation que financiers qu'exceptionnels, avec toutes les charges, aussi bien d'exploitation que financiers et qu'exceptionnels, me donnera le résultat définitif. Alors bien sûr, si le total des produits est plus grand que le total des charges, cela me donnera un bénéfice, et si par contre le total des produits est inférieur au total des charges, cela me donnera une perte. Il est important aussi de se rappeler, de se souvenir que le compte de résultat est généré sans tenir compte des décalages de paiement envers les fournisseurs et d'encaissement envers le client. De plus, le compte de résultat ne tient pas compte des TVA, bien sûr si celle-ci est récupérable. Ce n'est pas à l'entreprise à prendre en charge la TVA, mais le consommateur final. Je prends un exemple. Si j'achète de la marchandise en janvier pour 1000 € hors taxe, la TVA est de 200 €. Le paiement sera en février. Et bien dans le compte de résultat, je constaterai en janvier mes achats en charge de 1000 € hors taxe. Pourquoi? Parce que la TVA est récupérable. Par contre, les 1200 €, c'est-à-dire le hors taxe plus la TVA, eh bien, je les constaterai au passif du bilan dans le poste fournisseur. J'aurai une dette en effet de 1200 €. Alors, ces 200 € que je paierai à mon fournisseur représentent en fait une créance sur l'État qui se trouvera à l'actif du bilan. Les éléments d'exploitation sont des opérations liées directement à l'activité de l'entreprise. Exemple, si je suis une société de négoce, de stylo, société de négoce c'est achat-revente, je mettrai en produit mes ventes, c'est-à-dire mon chiffre d'affaires, en exploitation bien sûr, mais avant de vendre ces stylos, j'ai dû les acheter. Ces achats seront en charge d'exploitation.
Que pouvons-nous à présent avoir comme charge d'exploitation? Eh bien les achats. Les achats de marchandises ou de matières premières, dans le cas où je suis une société industrielle, des services extérieurs. Ces services extérieurs, c'est par exemple de la sous-traitance, des locations de voitures, un immeuble, payer des assurances, des entretiens et des réparations de mes locaux, de mes véhicules, etc., etc. Que puis-je avoir aussi comme autre service extérieur? Eh bien, par exemple, de l'intérim, de l'énergie. Je dois payer l'EDF, le gaz, si j'en ai, les honoraires de mon expert comptable, de la publicité. Alors, en impôts et taxes, que puis-je avoir? Eh bien, c'est toutes les taxes que je peux avoir, sauf l'impôt société qui se trouvera en bas du compte de résultat. C'est ce que nous verrons tout à l'heure. Alors, en impôts et taxes, j'ai par exemple le 1% construction, c'est une taxe que certaines entreprises payent. La taxe sur la formation, la taxe AGFIP. La taxe AGFIP, c'est une taxe qui est payée par la société lorsque je n'atteins pas un certain seuil de personnes reconnues handicapées dans mon effectif. J'aurai aussi des salaires, si j'ai bien sûr un effectif, et je paierai aussi des charges sociales patronales. Je peux aussi avoir des autres charges. Alors, les autres charges qui n'apparaissent pas bien sûr dans les charges que je vous ai énumérées. J'aurai par exemple, je sais pas moi, des charges de redevance que je devrais payer. Et bien là, je les mettrai dans les autres charges. Je peux aussi avoir des amortissements et des provisions. Donc je vous rappelle qu'un amortissement représente une charge comptable relative aux investissements que nous retrouvons en immobilisation. Et en fait, ces charges sont étalées dans le temps, dans le compte de résultat. Une provision, quant à elle, représente un risque, une charge liée à un risque, par exemple, risque de ne pas être payé par un client. Alors, dans les produits d'exploitation, que pouvons-nous avoir? Eh bien, le chiffre d'affaires, donc des ventes de marchandises si je suis société de négoce, des ventes de produits finis si je suis société industrielle. En effet, je transforme les matières premières en produits finis. Un prestataire de service, donc ce sera de la prestation de service. Je peux aussi avoir des productions stockées. Alors, les productions stockées, c'est la différence entre les stocks au début de l'exercice comptable, des produits finis principalement, et à la fin de l'exercice comptable. Alors, ces derniers sont valorisés au coût de production. Alors, les productions immobilisées, eh bien, c'est le coût, par exemple, des travaux immobilisés à la fin d'un exercice. Alors, des travaux, par exemple, réalisés par l'entreprise pour elle-même. Je sais pas moi, par exemple, fabrication par elle-même d'un immeuble. Les subventions d'exploitation, eh bien, ces subventions, c'est pour, par exemple, former le personnel. Les organismes paritaires auxquels je paye le 1% formation, que je trouve en charge, sont susceptibles de me subventionner pour la formation de mes, je sais pas moi, de mes salariés. Les autres produits, c'est tous les produits que je n'ai pas, bien sûr, dans les produits que je vous ai énoncés. Pour finir, les produits d'exploitation, je peux avoir aussi des reprises sur provision. Alors, les reprises sur provision, si bien sûr je les fais mouvementer, c'est ni plus ni moins que l'annulation d'une provision que j'ai constatée l'année d'avant. C'est-à-dire que le risque soit n'existe plus. À partir de là, la provision n'a plus d'être, donc j'annule cette provision par une reprise sur provision, soit ce risque a été finalisé. Donc à partir de là, j'annulerai quand même la provision, mais concomitamment, je constaterai une perte. Donc dans les éléments financiers en charge, je peux bien sûr avoir une rémunération que je dois donner à mon banquier suite à une découverte bancaire, suite à un emprunt, je paye des intérêts sur emprunt. Je peux aussi avoir une provision pour risque financier. Par exemple, j'ai spéculé en bourse sur des actions et ces actions perdent de la valeur. Donc il y a de fortes chances, il y a des risques que je perde
entre guillemets, une partie de mon placement. Alors ce n'est pas sûr, hein, bien sûr, mais dans le cas où, au fil du temps, ce risque disparaît, eh bien, au même titre que dans l'exploitation, je ferai ce que nous appelons une reprise sur provision. C'est ce que j'ai mis là dans les produits financiers. Alors je peux aussi avoir des intérêts sur placement. Par exemple, lorsque j'ai des comptes bancaires excédentaires, il est souhaitable de les placer en valeur mobilière de placement, type SICAV monétaire, hein, sans risque. Donc là, j'aurai des intérêts sur mes placements. J'ai bien sûr aussi des opérations, je peux avoir aussi des opérations dites exceptionnelles. Eh bien, en charge exceptionnelle, je peux avoir des amendes. Je peux aussi avoir des pénalités de retard parce que j'ai mis un temps fou à payer l'URSSAF. Je peux aussi faire des dons et je peux aussi avoir des amortissements et provisions dans la partie exceptionnelle. Alors, ces amortissements concernent plutôt ce que nous appelons comptablement des amortissements dits dérogatoires. Alors je vais pas trop m'étendre là-dessus. Je peux aussi avoir des produits exceptionnels liés à des cessions d'immobilisation. Rien ne m'empêche en effet de vendre une immobilisation. Ce n'est pas du chiffre d'affaires, donc je ne le retrouverai pas en exploitation. Je retrouverai le prix de cession en exceptionnel. Comme je vous l'ai énoncé aussi, je peux aussi faire des reprises sur provision en exceptionnel. Et je peux aussi avoir ce que nous appelons des quotes-parts de subvention virées au compte de résultat. Alors, qu'est-ce que ces quotes-parts de subvention virées au compte de résultat? Je vais vous en dire deux mots. C'est lorsque j'ai des subventions liées à mes immobilisations, c'est quand même des montants assez importants, de l'État, de la région, ou du département, comme c'est des gros investissements, et ça peut être des grosses subventions, si je les mets directement en produit, eh bien, cela va me générer de gros impôts. Donc, l'administration fiscale nous permet d'étaler cette subvention dans le temps, au même titre que les amortissements, hein, voilà, afin de différer mon impôt. C'est ce que nous appelons des quotes-parts de subvention virées au compte de résultat. Alors sur quelle durée cet étalement se fait? Eh bien c'est sur la même durée que les amortissements que j'effectue sur l'investissement qui a été subventionné. Pour finir, j'aurai aussi un impôt société, si bien sûr je dois payer un impôt société, donc c'est dans le compte de résultat, cela se présente à la fin, et éventuellement aussi des participations. Alors une participation, c'est le fait que certaines sociétés, en principe ce sont les sociétés qui atteignent le seuil des 50 salariés, qui sont tenues de donner un petit bout de leurs bénéfices aux salariés. Alors quelque chose d'important qui n'est pas à négliger, hein, il est toutefois à signaler que dans aussi le compte de résultat, aussi bien le compte de résultat que les soldes intermédiaires de gestion, je vais vous en parler bien sûr tout à l'heure, nous avons deux types d'éléments comptabilisés. Les éléments encaissables et décaissables, c'est-à-dire des opérations qui ont influé, qui influeront ma trésorerie. Exemple, une vente de marchandises, même si je ne l'ai pas encore encaissé, je l'encaisserai plus tard. Ou des achats de marchandises, ou bien des salaires. Et vous avez des éléments calculés. C'est-à-dire que ces éléments calculés n'ont jamais influé et n'influeront jamais ma trésorerie. Ce n'est que des opérations comptables, liées surtout à une problématique fiscale. Alors ces éléments qui n'influeront et qui n'ont jamais influé ma trésorerie, bien concernent, je les ai mis en bleu, concernent les amortissements, principalement les amortissements et provisions, aussi bien d'exploitation que financiers qu'exceptionnels. Dans les produits, cela concerne les reprises principalement sur provision, aussi bien d'exploitation que financiers qu'exceptionnel. D'ailleurs là j'ai oublié de mettre un petit bleu sur les reprises sur provision en exceptionnel, et bien sûr les quotes-parts de subvention virées au compte de résultat. Je vous rappelle que ces quotes-parts de subvention, ce n'est qu'un mécanisme comptable qui permet d'étaler la subvention que j'ai eue en amont par l'État ou la région dans le temps. Donc au lieu d'être imposé l'année même, je serai imposé petit à petit par le biais de cet étalement. Afin de finir cette première partie, avant de parler des soldes intermédiaires de gestion, eh bien, sachez une fois pour toutes que les
SIG se calcule par des éléments du compte de résultat comptable. Donc lorsque nous allons prendre bien sûr un exemple assez simple, lorsque je vais calculer les soldes intermédiaires de gestion, je me baserai bien sûr sur des éléments comptables issus du compte de résultat comptable. Qu'est-ce que les soldes intermédiaires de gestion? Eh bien, contrairement, on peut dire que ça peut compléter le compte de résultat comptable. En effet, les soldes intermédiaires de gestion nous permettent de mieux comprendre la constitution du résultat de l'exercice comptable. Et à cet effet, nous avons 9 sous-totaux, c'est-à-dire 9 soldes intermédiaires de gestion. Eh bien, le premier SIG, c'est la marge commerciale. Cette marge commerciale, je vous le rappelle que ça ne peut concerner que les sociétés de négoce, c'est-à-dire les sociétés qui achètent et qui revendent la marchandise en l'état, sans aucune transformation. Ça peut concerner aussi, en deuxième position, nous avons la production de l'exercice. Eh bien, la production de l'exercice, c'est ni plus ni moins que le chiffre d'affaires lié aux sociétés industrielles. Nous appellerons leur chiffre d'affaires non pas vente de marchandises, mais vente de produits finis. Cela peut concerner aussi les prestataires de services. Et là, nous dirons non pas vente de marchandises, mais prestation de services. Par la suite, il y a un troisième indicateur, c'est la valeur ajoutée. Bon, bien sûr, tous ces points, nous verrons petit à petit comment les calculer. Nous allons aussi avoir un indicateur qui, à mes yeux, est très important. C'est ce que nous appelons l'excédent brut d'exploitation, ou plus communément appelé EBE. Par la suite, nous avons le résultat d'exploitation, le résultat financier, qui est ni plus ni moins que la différence entre le total des produits financiers et le total des charges financières. Par la suite, nous aurons le résultat courant avant impôt, le résultat exceptionnel et le résultat de l'exercice, qui devra nécessairement être égal au résultat de l'exercice du compte de résultat comptable. Alors, les points 1 à 5 représentent toutes les opérations liées à l'exploitation. Nous allons calculer à présent les différents soldes intermédiaires de gestion. Donc, je vous rappelle qu'il y a 9 soldes intermédiaires de gestion. Pour la peine, j'ai pris un compte de résultat. Donc là, sur la gauche, j'ai toutes mes charges, aussi bien d'exploitation que charges financières et exceptionnelles, et j'ai la même chose pour les produits. Donc si je prends les produits, j'ai des ventes de marchandises et des ventes de produits finis. Donc cette société est, par exemple, c'est une société de négoce, c'est-à-dire qu'elle fait de l'achat-revente, et une société industrielle. Ça veut dire qu'elle prend de la matière première et qu'elle transforme en produit fini. Alors, le premier solde intermédiaire de gestion que je vais calculer concernera la marge commerciale. Alors, une marge commerciale ne peut concerner que les sociétés dites commerciales, à savoir, c'est leur activité et achat-revente en l'état des marchandises. Il n'y a pas de transformation, à proprement parler, de matière première. Alors, la marge commerciale, comment elle se calcule? Je prends mes ventes de marchandises, déduction faite de mes coûts d'achat des marchandises vendues. Alors, qu'est-ce qu'un coût d'achat des marchandises vendues? J'ai deux façons, entre guillemets, pour le calculer. Première façon, je prends mon stock initial, c'est-à-dire mon stock en début de période, je rajoute à cela mes achats de la période, achats de marchandises, et je défalque mon stock final. Le stock final, en fait, c'est un stock qui m'appartient, que je n'ai pas encore vendu, donc il se retrouvera en principe au bilan à l'actif du bilan. Alors, deuxième façon, je pourrais éventuellement prendre mes achats aussi de la période, mes achats de marchandises, plus ou moins la variation de stock. Alors la variation de stock, comment je la calcule? C'est très simple, c'est mon stock initial, c'est-à-dire mon stock en début de période, déduction faite de mon stock final. Alors cette variation, elle peut être aussi bien positive que négative. Comment le savoir? Eh bien, si mon stock initial est supérieur à mon stock final, la variation sera positive. Si à présent mon stock initial est inférieur à mon stock final, et que j'ai nommé SF, ma variation sera négative. Si maintenant je prends mon exemple, et je vais
aller chercher mes informations dans le compte de résultat comptable, et bien là j'ai un chiffre d'affaires de 902 000 euros. Je vais à présent calculer mon coût d'achat des marchandises vendues. Et bien pour cela, je vais prendre mes achats de marchandises, plus ou moins mes variations de stock. Là, en l'occurrence, j'ai une variation positive. Ça veut dire que mon stock initial, je n'ai pas l'information, mais je peux facilement le deviner, mon stock initial est supérieur à mon stock final. Alors ce stock, je n'aurais pu l'avoir que en vérifiant mon bilan. Donc cela me donne un coût d'achat des marchandises vendues de 271 239 euros. Donc une marge, si je défalque à ce coût d'achat mon chiffre d'affaires, j'ai une marge commerciale de 630 761 euros. Alors sachez que en principe, je devrais ramener cette marge en pourcentage par rapport au chiffre d'affaires. À présent, nous allons travailler sur le deuxième solde intermédiaire de gestion. Ce solde intermédiaire est la production de l'exercice. Alors la production de l'exercice, c'est du chiffre d'affaires qui ne concerne que les sociétés industriels et prestataires de services. Lorsque je dis société industrielle, ce sont des sociétés qui achètent de la matière première et qui transforment cette matière première en produit fini. Alors la production de l'exercice, c'est les ventes de produits finis, le chiffre d'affaires lié aux ventes de produits finis, ou si je suis société prestataire de services, j'en tiendrai compte, plus ou moins la production stockée. Je vais vous expliquer ce qu'est une production stockée, et je vais aussi vous expliquer ce qu'est une production immobilisée. Alors là, bien sûr, si je regarde mon compte de résultat, je n'ai que deux éléments. Je n'ai que les ventes de produits finis pour 600 250 euros et une production stockée négative. Alors, qu'est-ce qu'une production stockée? Au même titre que dans la marge commerciale où j'ai calculé ma variation de stock, qui se trouve dans les charges, pour par contre les produits finis ou les encours de production, c'est-à-dire des produits finis qui ne sont pas encore achevés, mais stockés, je ne l'ai pas encore vendu, je n'ai même pas encore achevé, et bien c'est leur variation de stock qui, contrairement aux marchandises et aux matières premières, se trouve en produit et non pas en charge. Là c'est pareil, si j'ai un stock initial concernant un produit fini ou un encours de production qui est supérieur à mon stock final, la production stockée, c'est-à-dire ma variation de stock, sera positive. Si maintenant mon stock initial est inférieur à mon stock final, ma variation de stock, ma production stockée, sera négative. Alors dans notre exemple, nous avons en vente de produits finis 602 250 euros, une production stockée, c'est-à-dire une variation de stock concernant un encours de production ou à des produits finis que je n'ai pas encore vendus, est de 2000. Donc là, j'ai une production de l'exercice de 598 250 euros. Dans mon exemple, je n'ai pas de production immobilisée. Une production immobilisée, je crois que j'en avais déjà parlé, ce n'est que en fait l'enrichissement de la société, dans la mesure où elle a fabriqué par exemple un immeuble qui va être immobilisé. Donc là en fait ce produit c'est en fait la neutralisation des charges que j'ai pu avoir dans mon compte de résultat. Passons à présent au troisième solde intermédiaire de gestion. Ce solde s'appelle valeur ajoutée. Alors, juste avant de continuer, bien sûr, là, je fais une démonstration solde intermédiaire par solde intermédiaire. Je pourrais, c'est ce qui se fait d'ailleurs, créer un tableau récapitulatif que je vous montrerai éventuellement à la fin de cette formation. Alors, la valeur ajoutée, comment elle se calcule? Eh bien, je vais prendre une marge commerciale, si j'en ai une, bien sûr, plus la production de l'exercice. C'est les deux SIG que nous avons vu précédemment, déduction faite des consommations en provenance de l'exercice, en provenance de tiers. Alors, qu'est-ce que j'ai comme consommation de l'exercice? Eh bien, j'ai pour les sociétés industrielles les achats de matières premières, les autres achats et charges externes, en l'occurrence si j'ai payé l'EDF, que j'ai mis dans énergie, si j'ai des intérimaires, les honoraires à l'expert comptable ou au commissaire aux comptes ou à des avocats, les assurances, les locations, les frais bancaires, les frais postaux, etc., etc. Toutes ces charges sont liées à l'exploitation, à mon activité.
Donc là, bien sûr, je vais prendre tous les éléments qui vont me permettre de calculer ma valeur ajoutée, en l'occurrence les ventes de marchandises, les ventes de produits finis, la production stockée, les achats de marchandises, etc. C'est tout ce que j'ai colorié, que j'ai calculé en amont, lorsque j'ai calculé ma marge commerciale et lorsque j'ai calculé ma production de l'exercice. À cela, je vais bien sûr défalquer, comme dans l'exemple, je vais défalquer les achats de matières premières que je n'ai pas encore pris en compte, qui font partie intégrante des consommations de l'exercice en provenance de tiers, et tous les autres achats et services extérieurs. Donc cela va me donner une valeur ajoutée de 834 850 €. Si je devais résumer ce qu'est une valeur ajoutée, eh bien la valeur ajoutée représente la richesse créée par l'entreprise, c'est-à-dire le revenu qui lui reste une fois payé les marchandises, les matières premières et les consommations en provenance de tiers. Encore faut-il savoir si cette richesse sera suffisante pour payer les salariés. Nous ne les avons pas encore abordés, les charges sociales liées à ces rémunérations et fiscales bien sûr, les charges financières et l'impôt. Autre solde intermédiaire de gestion, et ce n'est pas des moindres, c'est l'excédent brut d'exploitation. Alors pour moi, je pense que c'est l'indicateur des SIG pratiquement le plus important. Alors on l'appelle EBE ou EBITDA en anglais. Alors EBITDA, c'est Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Alors si vous écoutez des informations financières, vous entendrez plus parler de l'EBITDA que de l'EBE. Mais c'est la même chose, si ce n'est que EBITDA est en anglais. Alors EBE, comment je le calcule? Je prends ma valeur ajoutée, c'est-à-dire le SIG précédent, déduction faite des salaires, des charges sociales, des impôts et taxes, plus je dois rajouter des subventions d'exploitation. Juste avant, donc l'EBE représente quoi? L'EBE représente la trésorerie potentielle générée par l'exploitation ou l'activité. Trésorerie parce que jusqu'à ce stade, nous n'avons pas parlé d'éléments qui n'influent en aucun cas la trésorerie. En l'occurrence, les amortissements, les provisions, les repris sur provisions. Donc, principalement. Donc, une fois payés les salaires, les impôts, les taxes et les charges sociales, je vais voir s'il me reste de la trésorerie que j'appelle l'EBE. Alors l'EBE peut se calculer de plusieurs façons. Donc moi ce que je fais, je le calcule en prenant ce qu'on appelle les produits encaissables, déduction faite des charges décaissables. Alors qu'est-ce que des produits encaissables? Les produits encaissables représentent uniquement les opérations qui donnent lieu à une entrée d'argent. Par exemple, les ventes de marchandises, les ventes de produits finis, etc. Et les charges décaissables représentent les opérations qui donnent lieu à une sortie d'argent, donc les achats de marchandises par exemple, les achats de matières premières, les variations de stock, les impôts et taxes, les salaires, les charges sociales. Donc je fais abstraction de ce que nous appelons les éléments calculés. Les éléments calculés, comme je le mets dans mon deuxième exemple, je vais prendre pour calculer le BE, si je pars du résultat d'exploitation, qui est la différence entre le total des produits d'exploitation, déduction faite du total des charges d'exploitation. À cela, je vais neutraliser tous les éléments en produits qui n'ont pas influé ma trésorerie pour le neutraliser, en l'occurrence les repris sur provision et autres produits. Et c'est ce qu'on appelle les produits calculés d'exploitation. Et je vais aussi rajouter les charges calculées, en l'occurrence tout ce qui est dotation aux amortissements, dotation aux provisions et autres charges. Donc ces éléments n'ont jamais influé et n'influeront jamais ma trésorerie. Le cinquième SIG, c'est le résultat d'exploitation. Alors, ce SIG me permet uniquement de concilier mon résultat d'exploitation de mon tableau des soldes intermédiaires de gestion et le résultat d'exploitation de mon compte de résultat. Donc le résultat d'exploitation, comment je le calcule? Si je pars de l'EBE, je vais défalquer tous ces éléments d'ailleurs que j'ai nommés éléments calculés. Donc je vais défalquer les
charges calculées, en l'occurrence les amortissements, les provisions et autres charges, et je vais rajouter les produits calculés, en l'occurrence les repris sur provision et autres produits. Je les neutralise en quelque sorte. C'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Donc là, je vais prendre en bleu tous les éléments finalement de l'exploitation. Donc là, si je récupère en partant de l'EBE qui est de 504 660, si je défalque toutes les charges calculées pour les neutraliser et que je rajoute tous les produits calculés pour les neutraliser, là en l'occurrence c'est les repris sur provision, je retrouve bien mon résultat d'exploitation qui est de 483 060, qui je n'en ai pas fait la démonstration, mais si vous faites le total des produits d'exploitation, en l'occurrence 1 512 250 de mon compte de résultat, moins 1 29 190, je retombe bien sur le même chiffre. Nous allons à présent calculer, on va aller plus rapidement, les autres SIG pour aller jusqu'au résultat net. Et bien là, je vais devoir, à partir du résultat d'exploitation, rajouter plus ou moins le résultat financier. Alors pourquoi plus ou moins? Parce que si j'ai mes... alors comment je calcule d'abord le résultat financier? C'est très simple, c'est je prends mes totals des produits financiers, là en l'occurrence j'ai 15 301, moins le total des charges financières, et là j'en ai pour 11 000 euros. Donc ça peut être aussi bien positif que négatif. Et si j'ai mes produits financiers supérieurs à mes charges financières, cela sera positif, à l'inverse cela sera négatif. J'ai aussi la même chose pour le résultat exceptionnel. Si aussi j'ai des participations, je vais le défalquer, et si j'ai bien sûr un impôt société, je vais aussi le défalquer. Donc dans mon exemple, à partir du résultat d'exploitation, si je rajoute 4301 qui est le résultat financier, j'ai un résultat, ce qu'on appelle un résultat courant avant l'impôt, et à cela je vais aussi rajouter le résultat exceptionnel qui, dans mon exemple, est positif. Déduction faite, c'est une charge participation des salariés et déduction faite de l'impôt société, je retombe sur un résultat net de 450 861 qui est en concordance avec le résultat net de mon compte de résultat comptable. Petite précision qui a du poids quand même, il est bien sûr évident que construire un seul solde intermédiaire de gestion sur une année n'a aucun intérêt pratiquement. Encore faut-il se comparer à soi-même, de mois en mois ou d'année en année, afin de vérifier s'il y a des mois où j'ai été meilleur ou où j'ai été moins bon. Je dois en effet vérifier que certains soldes, certains indicateurs comme la marge commerciale s'améliorent dans le temps. Il serait aussi intéressant de se comparer par rapport à la concurrence. Alors si je dois me comparer à un concurrent ou à plusieurs concurrents, je vais quand même faire en sorte que ce concurrent, par définition, il a plus ou moins la même activité que moi, et il a aussi plus ou moins la même taille que moi. Je vous présente à l'écran un récapitulatif. J'ai donc fait une synthèse sur un tableau unique. Bon, je l'ai mis en deux parties pour mieux voir comment se présente un solde intermédiaire de gestion. Donc, nous allons à présent parler de la capacité d'autofinancement, appelée communément la CAF. Alors juste pour rappel, l'excédent brut d'exploitation, l'EBE, est la trésorerie potentielle générée par l'exploitation durant l'exercice comptable. Je vous rappelle aussi que pourquoi je dis trésorerie, parce que c'est très simple, je ne tiens pas compte jusqu'à l'EBE de tous les éléments dits calculés, c'est-à-dire les éléments qui n'influent en aucun cas la trésorerie. Et ça, uniquement au niveau de l'exploitation. La CAF, en fait, quant à elle, représente la trésorerie potentielle, par contre là, générée aussi bien par les éléments d'exploitation que financiers et qu'exceptionnels. Je ne vais tenir compte aussi, pour les éléments financiers exceptionnels, au même titre que l'exploitation, que les éléments qui ont une incidence sur la trésorerie. Donc, pour le côté financier et le côté exceptionnel, il peut y avoir aussi des éléments calculés.
Ceci dit, moi ce que je souhaite, c'est calculer la capacité d'autofinancement la plus normative possible, c'est-à-dire la plus normale. Donc je vais, pour ne pas tronquer mon analyse, je vais faire abstraction des ventes liées à des cessions d'immobilisation. En effet, hein, si je tiens compte des cessions d'immobilisation, cela peut me donner et que je fasse une belle plus-value, cela va me donner bien sûr une capacité d'autofinancement très importante. Ça peut donc tronquer mon analyse. Donc à partir de là, je ferai abstraction de tous les éléments sur cession d'immobilisation. Donc la capacité d'autofinancement peut être calculée de deux façons. Alors, première façon, si je pars à partir de l'excédent brut d'exploitation, eh bien à cette EBE, je vais uniquement rajouter tous les éléments encaissables, c'est-à-dire des éléments qui ont une influence sur ma trésorerie, aussi bien financiers qu'exceptionnels. Donc dans l'EBE, j'ai les éléments encaissables déjà liés à l'exploitation et je vais défalquer les éléments décaissables, c'est-à-dire les éléments qui aussi influent ma trésorerie, mais là c'est des sorties d'argent, financiers et exceptionnels. Donc dans notre exemple, j'avais un EBE de 504 660 euros. Donc si je prends les éléments encaissables financiers, j'ai 15 301 euros. Alors j'ai bien sûr un élément encaissable exceptionnel qui est la cession d'immobilisation, une vente d'immobilisation de 2000 euros. Mais comme je vous l'ai expliqué précédemment, pour avoir une capacité d'autofinancement la plus normale possible, je n'en tiendrai pas compte. Par la suite, je vais éliminer les éléments décaissables. Là, en l'occurrence, j'en ai pour 46 300 euros. Donc, quels sont les éléments décaissables qui ont influé ou qui influeront ma trésorerie? Eh bien, j'ai les charges financières de 7 800 euros, j'ai les pénalités et amendes fiscales de 250 euros, j'ai aussi la participation des salariés et l'impôt société de 34 000 euros. Donc, j'ai une capacité d'autofinancement de 473 661 euros, ce qui veut dire que mon exercice comptable a généré toute opération confondue, une trésorerie de 473 661 euros. Alors, deuxième façon de le calculer, si je pars maintenant de mon résultat net, à cela, je vais, contrairement à la première méthode, je vais devoir neutraliser ce qu'on en appelons les charges calculées. Les charges calculées, si on réfléchit bien, d'exploitation financière ou exceptionnelle, qui sont les amortissements, les provisions de toute nature, ont diminué mon résultat. Donc je vais devoir les neutraliser. Pour les neutraliser, je vais les rajouter. Contrairement aux charges calculées, je vais défalquer les produits calculés. Je vais aussi défalquer les produits de cession sur immobilisation pour avoir une capacité de financement la plus normale possible. Alors lorsqu'on parle de vente d'immobilisation, on dit bien sûr c'est une cession d'immobilisation, mais il se peut que je puisse aussi avoir ce qu'on appelle une valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés. C'est quoi? En fait, un bien que j'immobilise, je dois l'amortir, ok? Donc si je l'amortis jusqu'au bout, j'aurai une valeur nette comptable de 0. Pourquoi? Parce que j'ai tout amorti. Mais il se peut que je puisse vendre cette immobilisation en cours. Et à partir de là, je vais avoir un reliquat, c'est-à-dire que je n'ai pas tout amorti. Et si j'ai une valeur nette comptable qui est positive, c'est-à-dire que la valeur qui reste non amortie, eh bien si je vends cette immobilisation, je vais devoir comptabiliser en perte exceptionnelle dans VNC, valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés, ce reliquat que je n'ai pas pu finalement amortir. Voilà, donc je voulais quand même vous en parler. Quote-part, si j'ai une quote-part de subvention virée aussi au résultat, c'est un produit calculé finalement. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai expliqué tout au début de cette vidéo, les quote-parts de subvention virées au résultat sont liées à une subvention d'investissement qui est aussi liée
à un achat d'immobilisation et les règles fiscales me permettent d'étaler dans le temps ce produit finalement, cette subvention, afin de me faire imposer. Donc j'ai entre guillemets une fleur de la part de l'administration fiscale qui me permet, au lieu de payer une seule fois l'impôt lié à cette subvention, je vais la payer petit à petit par l'étalement dans le temps de cette subvention que je mettrai en quote-part de subvention virée au résultat. Donc ce n'est qu'un jeu d'écriture comptable. Donc si je prends mon exemple et que je parte du résultat net de 450 861, si je neutralise les charges calculées, en l'occurrence les amortissements, les provisions de toute nature, j'en ai pour 36 200 euros. Si maintenant je défalque les produits calculés, pour les neutraliser aussi, là en l'occurrence je n'en ai que un de produits calculés qui sont représentés par les reprises sur provision de 12 000 euros. Et si aussi je défalque à titre exceptionnel, entre guillemets, les produits de cession d'immobilisation de 2000 euros, je retombe sur la même CAF que calculée précédemment, qui est de 473 661 euros. Au même titre, bien sûr, que les soldes intermédiaires de gestion, il est nécessaire de vérifier sa capacité d'autofinancement sur 2-3 ans afin de savoir si c'est récurrent. Alors, cette capacité d'autofinancement, lorsqu'elle est positive, je peux me poser plusieurs questions. Ai-je assez créé de trésorerie durant l'exercice, au même titre que le BE, bien sûr, pour payer des dividendes, pour éventuellement investir en immobilisation pour les années à venir, pour financer la croissance de mon chiffre d'affaires de l'année d'après. Il est tout à fait judicieux de faire ce type de calcul afin de gérer au mieux sa trésorerie et afin de savoir si au niveau de l'EBE, est-ce que mon exploitation génère du cash? Et au niveau de l'exercice, toute opération confondue, est-ce que j'ai une capacité d'autofinancement positive afin de financer, comme je vous l'ai expliqué précédemment, eh bien, les investissements futurs, payer éventuellement, financer éventuellement la croissance future, etc., etc. Voilà. Donc cette formation est terminée, elle a été un petit peu longue, mais je pense que ça en valait la peine. Je vous remercie. Je vous donne donc rendez-vous dans une prochaine formation, un prochain tutoriel. Merci et au revoir.